Merci, bonjour et merci beaucoup de nous donner quelques minutes pour vous expliquer pourquoi et comment les HUG se trouvent tout d'un coup au centre d'un processus assez exceptionnel, d'un processus mondial qui a pour but de faciliter l'utilisation d'un candidat vaccin contre le virus Ebola dans les régions affectées. Vous le savez certainement, l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest poursuit son cours inexorable, incontrôlable en tout cas dans certaines régions, et les prévisions les plus raisonnables de l'Organisation mondiale de la santé font état en décembre 2014 de plusieurs milliers de cas et donc de plusieurs milliers de décès par semaine dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les plus exposés figurent naturellement les professionnels de santé et tous les professionnels qui sont en première ligne, au contact jour et nuit de patients de contaminés, suspects, malades, mourants ou de corps dont la contagiosité est extrême. Ces risques de contagion font des dégâts terribles parmi les travailleurs locaux, en particulier les conditions dans lesquelles ils travaillent sont difficiles, si bien qu'est née il y a quelques mois l'idée de pouvoir faciliter un peu leur travail en leur offrant une protection vaccinale. Alors, le développement d'un vaccin est quelque chose de tout à fait classique. On commence par faire des études dans des modèles précliniques, y compris des singes. On produit du vaccin en qualité suffisante pour pouvoir l'administrer à l'humain. Et puis on passe tranquillement, gentiment, à travers toute une étape de phases d'études qui aboutissent à l'enregistrement et ensuite, éventuellement, à une recommandation d'utilisation. C'est un processus qui prend des années, c'est un processus qui coûte des centaines de millions de francs, c'est un processus qui n'a jamais été initié contre le virus Ebola. Malgré des candidats vaccins démontrés 100% protecteurs chez les singes, le processus s'est arrêté ici. Il n'y avait pas de raison épidémiologique, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de pharma pour prendre en charge les coûts associés à ce développement clinique. La situation a changé et mi-août, un consensus international conclut que dans le contexte actuel, il est éthique d'offrir des interventions dont l'efficacité et les effets secondaires ne sont pas prouvés comme traitement potentiel ou comme moyen de prévention potentiel. Et le tableau change tout d'un coup avec la possibilité d'offrir un accès d'urgence avec consentement éclairé, en particulier à tous ces travailleurs de première ligne. Alors on renonce aux grandes études de phase 3 qui prendraient des années. On décide que ce qui est au minimum nécessaire, c'est de rassembler des données de sécurité vaccinale et des données permettant la sélection de la dose du vaccin qui serait nécessaire. Et on conclut que si on veut pouvoir déployer ces vaccins dans les régions affectées début 2015, et ça paraît déjà très loin au vu de l'évolution de l'épidémie, eh bien, il faut se dépêcher de conduire ces études de phase 1 dans des régions non affectées. L'OMS a sélectionné 2 candidats vaccins potentiels pour leur disponibilité en GMP et pour la démonstration de leur efficacité protectrice à 100% chez les singes. Tous les 2 sont des vecteurs viraux dans lesquels un gène a été remplacé pour coder par la protéine d'enveloppe du virus Ebola. Et cette protéine d'enveloppe est donc l'antigène contre lequel le système immunitaire va développer des anticorps. Le premier de ces candidats vaccins est basé sur l'adénovirus du chimpanzé. Il a été développé par l'armée américaine dans le contexte du bioterrorisme. GlaxoSmithKline en a la licence et on devrait entendre aujourd'hui le début des essais cliniques au CHUV. Le deuxième candidat vaccin est basé sur le vecteur ou sur le virus de la stomatite vésiculaire. Il a été développé par la santé publique du Canada, donné en licence à une société américaine. Et 800 doses ont été données par la santé publique du Canada à l'OMS, ce qui a déclenché la suite des événements. C'est ce vaccin que nous nous proposons de tester au HUG. Les 2 expriment donc la protéine d'enveloppe du virus Ebola. L'étude que nous allons faire est une étude randomisée en double aveugle avec 2 cohortes parallèles. Nous aurons besoin de dépister environ 150 volontaires, d'en sélectionner 115, et parmi eux, ceux qui sont à risque d'être déployés dans des régions affectées par le virus Ebola, et on pense ici aux collaborateurs de Médecins sans frontières, de l'OMS, de la Croix-Rouge, etc., seront enrôlés dans la cohorte des déployables et randomisés pour recevoir une dose plus faible ou plus élevée du vaccin, puisque bien entendu, nous ne savons pas laquelle de ces doses va être la meilleure.
Ceux qui ne sont pas à risque, en tout cas dans le futur immédiat, d'être déployés dans ces régions, seront randomisés vers les mêmes doses de vaccin ou un groupe placebo. S'agissant d'un vaccin vivant, je vais y revenir, la bonne nouvelle c'est qu'une injection vaccinale est suffisante, mais il faudra tout de même 9 visites au CRC et au cas où il y aurait des étudiants en médecine dans la salle, il y aura bien sûr une compensation financière. L'objectif principal de cet essai clinique, c'est d'abord d'évaluer la sécurité vaccinale de ces 2 doses différentes de vaccins. Et pour cela, nous allons mesurer et monitorer de façon très précise les effets secondaires locaux et systémiques. Et nous allons mesurer les marqueurs d'inflammation, nous allons suivre la réplication du vaccin dans le sang, la salive et les urines, mesurer un certain nombre de paramètres biologiques. Alors, à quoi s'attendre sur le plan de la sécurité vaccinale, puisque c'est évidemment la question numéro 1 qu'on se pose, en particulier pour ceux qui se demandent s'ils pourraient être intéressés à participer à cette étude. Le vaccin contient un vecteur et une protéine. Le vecteur est dérivé de ce virus de la stomatite vésiculaire qui infecte le bétail, mais rarement l'humain. L'infection chez l'humain est relativement banale, elle est soit asymptomatique ou bien elle fait un état grippal pendant quelques jours. Les complications existent sous forme de stomatite afteuse en particulier, mais elles sont rares et la neurovirulence n'est pas observée chez l'homme. Le vecteur est naturellement considérablement atténué par rapport au virus sauvage par le changement de son enveloppe qui lui fait perdre totalement sa neurovirulence et qui lui diminue beaucoup sa capacité de réplication. Mais le vecteur garde, et c'est très important, sa capacité à induire des très fortes réponses de l'immunité naturelle, en particulier des interférons, qui induisent dans l'organisme en un jour ou deux un état de résistance antivirale qui met fin à la réplication du vaccin bien avant que les lymphocytes T ou les anticorps ne soient fabriqués dans les jours ou les semaines qui suivent. L'enveloppe du virus Ebola, qui donc remplace à la surface de ce candidat vaccin l'enveloppe traditionnelle du virus VSV, ne sera pas produite sous forme soluble et bien entendu, ce vaccin, et c'est important, ne contient aucun autre gène du virus Ebola. Il n'y a donc mathématiquement aucun risque, aucune possibilité d'attraper Ebola en recevant un de ces candidats vaccins. Qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est que les études précliniques se sont déroulées sans aucune complication. Il y a 80 singes qui ont été vaccinés sans effet secondaire observable, y compris ceux qui étaient immunosupprimés par une infection à HIV du singe. Même des souris immunodéficientes ou des souris injectées directement avec du vaccin en intracérébral n'ont présenté aucune complication. L'exposition humaine est encore très limitée et c'est la raison pour laquelle c'est tellement important de faire ces essais cliniques. Quelques professionnels ont été vaccinés en conditions de post-exposition avec une plus forte dose que celle que nous allons utiliser. 2 sur 3 ont présenté une réaction fébrile dans les 24 heures qui a duré 24 heures et c'est tout. Les études cliniques de phase 1 ont démarré par l'armée américaine et le NIH et actuellement sur une dizaine de vaccinés, aucune autre réaction que la fièvre, éventuellement avec des myalgies pendant 24 heures chez certains volontaires. Bien sûr, c'est une étude de phase 1, donc des effets secondaires inattendus, peut-être graves, sont possibles et c'est la raison pour laquelle nous avons un protocole qui va nous permettre et nous obliger de suivre de manière très rapprochée nos volontaires en les voyant bien entendu avant et le jour de la vaccination, mais aussi au jour 1, 3, 7, 14 et un peu moins fréquemment par la suite et en les suivant avec un grand nombre de paramètres de façon à identifier très rapidement, le cas échéant, une réaction indésirable. Le deuxième objectif, c'est évidemment celui de pouvoir sélectionner la dose du vaccin qui est nécessaire chez l'humain, puisque l'extrapolation du singe à l'homme n'est pas toujours aussi immédiate que celle qu'on pourrait penser. Et donc, pour cela, nous allons mesurer les réponses immunitaires dirigées contre la protéine d'enveloppe d'Ebola, en particulier les réponses anticorps, puisque chez les singes, on sait que ce sont ces anticorps qui sont nécessaires et suffisants pour transmettre la protection. Nous allons donc chercher la dose minimale nécessaire à l'immunité maximale, en espérant qu'elle sera protectrice également chez l'humain. Qui pourra participer? Ce sont les conditions standards pour un essai de phase 1. Il y a des critères d'inclusion, les adultes de 18 à 65 ans en bonne santé, pas les femmes enceintes ou allaitantes, et par principe, des mesures de précaution supplémentaires ont été introduites dans le protocole pour éviter tout risque pour les contacts.
Les critères d'exclusion sont assez standards. Il faut être en bonne santé, ne pas vivre avec une personne enceinte pour les mêmes raisons. Et attention aux amateurs, avoir reçu son vaccin contre la grippe au minimum 14 jours avant la vaccination ou alors après, ce qui nécessite un petit planning pour ceux qui souhaitent s'inscrire. On est donc actuellement dans une course contre la montre, dans une course contre la mort, et on fait tout ce qu'on peut pour accélérer les démarches. Le 28 août, l'OMS a transmis sa demande d'assistance au HUG pour la mise sur pied d'un essai clinique. J'avoue et confesse qu'il m'a fallu 15 jours avant d'en accepter la responsabilité et la charge. Ça a déclenché la constitution d'une équipe de choc et en 4 semaines, la préparation d'un protocole de 250 pages. Ce protocole a été soumis aux 2 commissions d'éthique du canton de Genève et de l'OMS le 13 octobre et on ne peut que les remercier du dévouement avec lequel ils se sont plongés dans ce protocole pour nous répondre d'abord en 3 jours et ensuite en 10 jours pour obtenir l'approbation officielle des 2 comités d'éthique, certifiant que tout avait été fait pour minimiser au maximum le risque, if any, chez nos volontaires. Où est-ce qu'on en est? Nous espérons obtenir encore cette semaine l'autorisation de Swissmedic à commencer à rechercher des volontaires et pouvoir commencer les visites de dépistage. Nous espérons obtenir le plus rapidement possible l'autorisation de Swissmedic à débuter les vaccinations, puisque l'OMS a absolument besoin au 20 décembre ou plus tard des premiers résultats. Je dois dire que ces dates représentent nos espoirs, elles n'ont aucune valeur officielle. Swissmedic décidera en son âme et conscience à quel moment il nous autorise à commencer cet essai. De la même façon, je n'ai pas le droit de vous demander de manifester votre enthousiasme et votre choix de participer à ces efforts. Je peux seulement vous proposer et vous dire que si vous souhaitez être informé si et quand l'essai clinique sera lancé, merci de vous inscrire sur www.vsvebola.ch parce que dès que nous serons autorisés, nous commencerons les visites de dépistage le jour même ou le lendemain. C'est la course contre la montre, c'est la course contre la mort. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, on sait que le simple fait d'être vacciné déclenche un certain nombre de réactions psycho, neuro, physiologiques, surtout quand c'est une première chez l'humain. Et donc, c'est important d'avoir un petit nombre de candidats qui reçoivent que du sérum physiologique. Tu l'as peut-être vu, même si c'était très rapide, on vise d'avoir 100 sujets vaccinés, une quinzaine de placebos qui vont nous donner les lignes de base et permettre de dire oui, ben voilà, ils avaient mal à la tête le lendemain, mais de fait, les placebos aussi avaient mal à la tête le lendemain. Donc c'est ça essentiellement le but, plus de nous donner quelques échantillons contrôle pour mesurer les fluctuations de l'immunité en particulier. Donc en fait, on ne pense pas du tout que la vaccination va faire courir le moindre risque à quelqu'un qui serait convalescent d'une infection non diagnostiquée, s'il y en a. Par contre, on perdrait une dose de vaccin en vaccinant quelqu'un qui serait déjà immun. Et donc, dans nos critères, non pas d'exclusion, mais d'éligibilité, nous allons demander à ceux qui ont été dans les régions où a sévi le virus Ebola depuis 2003 en Afrique centrale et plus récemment en Afrique de l'Ouest, et nous ferons un test de dépistage des anticorps de façon à pouvoir ne pas inclure et ne pas gaspiller une dose de vaccin et un suivi. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui vont là derrière chez ceux qui seraient déjà immuns. On s'attend à ce que ce soit peu, mais certainement dans ton cas, par exemple, ça pourrait l'être. Voilà, je précise de dire qu'un certain nombre des cadres des maladies infectieuses, dont certains sont dans la salle, veulent tous être les premiers candidats à se faire vacciner. Je les remercie de leur confiance. S'agissant d'un vaccin recombinant, il suffit de le mettre dans des cellules véro pour qu'elles en fassent des milliards de particules et des arrangements sont pris actuellement entre la petite société américaine qui fait surtout du cancer et qui ne pensait pas que tout d'un coup elle aurait à faire du développement de vaccins avec des grands producteurs de vaccins qui prendront le relais. Et bien entendu, s'agissant d'efforts de santé publique, cette étude est soutenue par le Wellcome Trust, qui est une fondation à but non lucratif qui soutient la santé dans le monde, c'est l'OMS qui la pilote, etc. Tous les accords sont pris pour que ce vaccin puisse être distribué gratuitement, sera pris en charge par le Gavi et d'autres associations. Il n'y a personne qui va faire de l'argent avec ça, on espère juste pouvoir l'utiliser.